Eh bien, merci à tous de votre écoute pour cette première partie. Je remercie les partenaires qui ont permis l'organisation de cette première partie. Je remercie aussi Aura Technologies qui nous appuie aujourd'hui pour organiser ça. Et puis, je vais commencer à appeler, parce qu'on est un tout petit peu en retard, les participants à la table ronde. Donc, je vais appeler Guillaume Faux de The Messenger. Je vais appeler Romain Gestin, qui vient du groupe Sarbacane Positive Group. Je vais appeler Hamouda Elbez, qui est du CITC. Valentin Tabary, qui est de Tolmi. Et Laurent Trépied, qui peut venir nous rejoindre à nouveau. Voilà. Donc il n'y a pas de place pour moi en fait. Donc je ne sais pas si les micros fonctionnent. Vous avez devant vous, je pense, un aéropage assez hétérogène, puisque on a des gens de la recherche du CITC, on a des gens qui sont purement qui travaillent, dont le modèle économique s'appuie à 100% sur l'IA. Et puis vous avez des gens qui viennent de l'ingénierie, et puis vous avez des gens qui proposaient des services comme Sarbacane, que vous devez connaître, et qui existent depuis bien longtemps et qui avaient déjà digitalisé les choses, et puis qui ont dû intégrer l'IA, et c'est les questions que je vais vous poser. Et puis Messenger qui est une entreprise qui existe aussi depuis 20 ans et qui a vu l'arrivée de l'IA. Donc on a autour de cette table des gens qui ont finalement créé des business avec l'arrivée de l'IA, des gens qui réfléchissent à l'IA en construction, et puis des gens qui ont dû l'intégrer. Finalement, ce qu'on doit un peu tous faire dans cette, ici dans cette salle, dans cette ville et dans ce monde, pour résumer. Et ce que je vous propose, c'est d'être le plus concret possible et de commencer avec toi. Comment, pour une entreprise qui existe depuis 20 ans et l'arrivée de l'IA, pour l'instant, influence, parce qu'on ne dit pas impacter, influence la façon de travailler, l'organisation et le rapport au travail et le rapport à la création de valeur. Je ne sais pas si on m'entend. Bonjour tout le monde. Donc The Messengers, en deux mots rapidement pour situer le contexte, on est une agence de relations publiques et de marketing digital. Donc effectivement, alors pour situer, on est l'agence de Nvidia, une entreprise dont vous entendez parler en ce moment. Ça fait 20 ans qu'on s'occupe des relations publiques de Nvidia. Donc oui, on est bercé dans l'intelligence artificielle. Il n'empêche qu'on dit souvent que les cordonniers sont les moins bien chaussés, et c'est le cas chez The Messengers malheureusement. C'est pas parce qu'on s'occupe de Nvidia en relations publiques qu'on est en avance sur l'IA ou sur la méthode de l'IA. Il a fallu un certain temps pour s'approprier ce genre de choses. On dit souvent que toute rupture technologique entraîne foncièrement une transformation, je dirais, mentale et comportementale des habitudes. Mentale parce qu'il faut déjà s'approprier le changement, et comportementale puisqu'une fois qu'on a admis ce changement, nos habitudes sont transformées. Donc ça fait déjà 3 ans à peu près qu'avec des attachés de presse, on a des community managers, des attachés de presse à l'agence. On les a formés à travailler avec ces nouvelles technologies, mais étonnamment, l'habitude ne s'est pas prise tout de suite. Et pour mettre une véritable temporalité à ce que je vous dis, ça fait réellement 6 mois que mes collaborateurs, j'ai une vingtaine de collaborateurs, ça fait 6 mois que réellement ils utilisent ChatGPT au quotidien, ou Mistral, ou d'autres IA. Chez Sarbacane, comment l'IA a été intégrée? Alors pour faire un petit contexte aussi, comme Guillaume, donc Sarbacane, c'est un éditeur de logiciels qui a plus de 20 ans, créé en 2001, spécialisé dans le marketing. Donc on met à disposition de nos clients, principalement des PME, des TPE, des solutions marketing pour les aider à communiquer avec leurs clients.
Alors un peu comme Guillaume, c'est intéressant ce qu'il disait juste à l'instant. Nous, on n'a pas forcément attendu l'avènement de ChatGPT pour commencer à aider nos clients à simplifier un petit peu leur vie au quotidien. On a travaillé sur des algorithmes de génération de contenu il y a déjà plusieurs années qui ont été intégrés dans nos solutions. Et aujourd'hui, les choses s'accélèrent. Et on l'a dit, il faut pas rater le coche. Parce que demain, ça deviendra une généralité. Donc aujourd'hui, nous, on travaille, alors pas que sur la génération de contenu, mais finalement, ça a été un peu abordé sur les conférences précédentes, c'est comment nos clients aujourd'hui travaillent avec nos solutions. On travaille dans le marketing, donc finalement, toutes les personnes qui ont besoin de communiquer ont besoin d'une stratégie. Et c'est comment on peut leur simplifier la vie pour définir une stratégie marketing et comment l'appliquer au quotidien et comment y passer le moins de temps possible aussi. Voilà. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une relation d'accompagnement qui va d'intégration chez vous et puis de aider le client à intégrer. Voilà, le but n'est pas de remplacer, mais bien de faire des propositions, d'accompagner, d'aider. Donc il y aura forcément de l'applicatif, de l'IA, mais aussi de l'humain pour pouvoir faire tout ça. Parce que comme je disais, TPE, PME, le but c'est qu'une personne qui n'est pas stratège marketing, qui puisse quand même avoir un accompagnement optimal pour pouvoir communiquer avec ses clients. Merci beaucoup. Je reviens à toi après. Le CITC, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un organisme de recherche. Je vais peut-être te laisser le présenter un petit peu. Et puis voir aussi comment l'IA, je connais le CITC depuis très longtemps, comment l'IA aussi est arrivé au CITC et comment aujourd'hui, quel est votre rôle, entre guillemets, comment vous êtes interrogé par l'écosystème des Hauts-de-France, voire plus loin, autour de l'IA. D'accord, merci. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, dans le CITC, on fait pas mal de formations pour les entreprises de la région ou bien de l'accompagnement dans pas mal de projets. Et c'est effectivement que pour moi, je partage le point de vue de Laurence sur l'IA. En fait, il faut pas avoir peur de l'IA et aussi il faut savoir que l'IA c'est un outil comme tout autre outil informatique, donc il a quand même des limites. Donc l'objectif au niveau du CITC, c'est surtout de sensibiliser les gens et les entreprises pour reconnaître c'est quoi déjà qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA, surtout l'IA générative, mais aussi c'est quoi les limites de cette technologie. Parce qu'on a souvent des entreprises qui posent des questions, déjà c'est quoi l'IA, comment je peux voir une IA, donc c'est quand même des questions qu'il faut déjà répondre. Et après on part à un autre degré comment j'identifie les besoins dans mon entreprise pour la remplacer ou bien remplacer une tâche avec l'IA. Et c'est pas clair aujourd'hui pour les entreprises et c'est un point qu'on essaye à les aider pour mieux voir est-ce que déjà ils ont besoin de l'IA ou pas dans leur entreprise. Et juste pour revenir sur le point de l'IA frugale et l'AFNOR, parce que le CITC fait partie des entreprises qui contribuent à la rédaction aujourd'hui du document. Et c'est vrai que effectivement, il faut penser à une IA frugale. Et aujourd'hui, une des formations que le CITC propose, c'est en fait comment on fait pour déployer notre propre IA en interne, donc en local, soit en France ou bien chez vous. Donc vous avez votre serveur, parce qu'aujourd'hui avec l'avancée, on arrive à compresser, à réduire la taille de ces modèles-là. Donc on peut aujourd'hui par exemple le déployer, le faire tourner avec un simple ordinateur, laptop. Donc un simple serveur par exemple dans votre entreprise, ça peut marcher aujourd'hui. Donc c'est vraiment une opportunité pour les entreprises et je pense c'est mon point de vue aujourd'hui, c'est une opportunité. Il ne faut pas avoir peur de l'IA, il faut l'adapter et l'utiliser pour avancer. Merci beaucoup. Je vais terminer, enfin je vais pas terminer, mais je vais passer à toi, puisque toi, l'intégration de l'IA s'est faite assez rapidement pour la création de l'entreprise. Si tu peux te présenter et en dire quelques mots. Bonjour, moi je suis Valentin, je suis le cofondateur de Tell.me. Tell.me, c'est une start-up qui est incubée à Eura Technologies, qui permet à ses utilisateurs de créer et de raconter des histoires personnalisées grâce à l'IA.
Donc effectivement, l'intelligence artificielle nous fait partie prenante de la création de l'entreprise et du business model, du business économique. Absolument tout repose sur l'IA chez nous. Tout à l'heure, Guillaume parlait des différents profils vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Il disait qu'il y avait des personnes qui étaient enthousiastes, qu'il y avait des personnes qui étaient plus dans la recherche d'opportunités, des personnes qui étaient plus sceptiques. Nous, concrètement, on a une approche qui est très pragmatique de l'intelligence artificielle. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour se créer un nouveau marché, pour se créer une différenciation très forte sur un marché, pour attaquer des nouveaux marchés aussi. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec Tell Me. Concrètement, on a une application qui permet aux parents en famille de raconter des histoires à leurs enfants. Donc, il y a une vraie mission de société qui est de faire passer des messages, d'éduquer nos enfants, de passer des moments précieux ensemble. Et évidemment, ce marché-là est un marché qui est hyper saturé et sur lequel il y a énormément d'acteurs qui sont présents depuis très longtemps. Donc quand on est une start-up qui se lance, exister sur ce marché, ça demande d'avoir une capacité à se créer ce qu'on appelle un océan bleu, c'est-à-dire de pouvoir se nicher sur son marché pour aller chercher des premiers utilisateurs pour pouvoir grossir. Comment est-ce qu'on fait pour exister face à des Bayard, face même à des entreprises un peu plus petites comme Looney qui font des boîtes à histoire quand on vient de se lancer? Et nous, le prix qu'on a pris, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle et surtout les capacités de personnalisation extrême de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, n'importe qui, grâce à notre application, peut imaginer, créer et raconter des histoires en quelques minutes à ses enfants, ce qui n'était pas possible il y a encore 1 an et demi. Et donc, nous, toute notre approche tech, business, marketing, de communication repose sur ça et nous permet de nous développer rapidement, de nous faire une place, de nous faire connaître et puis de pouvoir voir comment on va pouvoir continuer à se développer et à prendre des parts de marché. Merci beaucoup. Tu as abordé un sujet, je crois, qui est extrêmement intéressant dans ton intervention. C'est effectivement aujourd'hui, pour la majorité des gens, l'IA, c'est ChatGPT. Pour ceux qui connaissent un peu l'image, ça va être Midjourney ou le DALL-E 3 intégré directement dans ChatGPT. Ce que tu as évoqué, c'est qu'effectivement, et je l'ai déjà fait, on peut faire tourner aujourd'hui une IA sur un laptop, et ça marche très bien. Et on peut faire aussi tourner des IA souveraines, et ça marche très bien. Tu as cité Mistral. Mistral a été construit avec 45 langues natives, y compris le basque, ce qui est quand même assez... Et donc on sait ce qu'il y a dans Mistral. Après, ils ont besoin d'argent, donc ils font un petit accord avec Microsoft, mais il faut bien faire tourner la boutique. On sait aussi ce qu'il y a dans le ChatGPT. Ce qu'il y a dans le ChatGPT, c'est l'ensemble des données américaines d'Internet de 2008 à 2011 qui ont été obtenues gratuitement sur une organisation américaine qui stocke tout. Et quand ça stocke tout, ça veut dire que ça stocke les propos racistes, sexistes, patriarcaux, etc., etc., etc. Je reprendrai aussi, avant de vous redonner la parole, une prise de parole que tu as faite, c'est que effectivement les femmes ont tendance à un peu ne pas exister dans l'IA. Pourtant, Mira Murati, qui est la numéro 2 d'OpenAI, c'est la responsable technique, c'est une femme. Et c'est elle qui gère l'organisation technique et technologique d'OpenAI. Si Sam Altman est extrêmement fort pour faire des grandes déclarations et les rechercher un peu de sous au départ, c'est elle qui est au charbon depuis longtemps. Il y a une autre femme qui s'appelle Fei Fei Li, qui est responsable de laboratoire à Princeton et qui est sans doute aujourd'hui une des personnes les plus brillantes dans le domaine de l'IA au monde et qui dirige le laboratoire IA et Humanité de Princeton. Et puis dans la région, on a aussi la cofondatrice de Knowledge, qui est une EdTech destinée à aider les professeurs à créer du contenu. Et cette entreprise a obtenu le prix de la meilleure EdTech au monde. Donc elle est des Hauts-de-France et c'est une femme. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a besoin de femmes dans l'IA pour justement, et comme tu le disais très justement, l'IA n'a pas de biais. Nous avons des biais, la société a des biais et l'IA ne se nourrit que dans ce qui l'entoure.
Je vais refaire un tour de table et je vais commencer par toi cette fois-ci. Ethan Mollick, quelqu'un qui est assez passionné d'IA, dit qu'il faut, la première chose à faire, c'est de passer 10 heures avec ChatGPT. Bon, lui, il est américain, donc sa souveraineté est la sienne. Est-ce que vous auriez des conseils à donner, que ce soit personnel ou professionnel, à l'intérieur de l'entreprise, pour comment je prends, au lieu de parler de l'IA, parce là on est encore en train de parler de l'IA, alors on pourrait faire des prompts en direct, mais ça serait pas très intéressant. Comment s'approprier l'IA et comment vous avez une vision, soit vous êtes en train de le faire, soit vous allez le faire, pour intégrer l'IA, soit dans votre vie personnelle, ou votre vie professionnelle. C'est une excellente question, parce que la question du premier pas va déterminer beaucoup d'usages. Alors, vous allez voir que c'est des sujets qui nous passionnent, parce que les grands ont pris les choses en main. Facebook va lancer un programme pour former 30 000 personnes gratuitement à l'IA. Et vous savez que les géants aiment bien se challenger entre eux. Un mois après, Microsoft annonce un programme où c'est 100 000. Bien. Je vais évidemment pas vous recommander d'aller suivre ces programmes, non pas qu'ils sont pas bons, parce que c'est évidemment des gens qui maîtrisent ces sujets, mais c'est parce que vous allez tout de suite rentrer dans un cadre qui n'est pas, d'après moi, celui qui vous donnera la liberté de penser la plus totale. Comment on démarre du coup? Il y a plusieurs approches qui vont dépendre d'où vous êtes. Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes étudiant? Est-ce que vous êtes manager? En tout cas, les études montrent que l'IA, il ne faut pas le faire tout seul. Ça rend anxiogène, l'IA, tout seul. Faites un petit groupe, prenez un sujet. Soyez concret. Donnez-vous l'objectif de produire quelque chose. Vous ne laissez pas avoir par cette subtilité qu'ont les IA, parce qu'elles ont été pensées comme ça. Elles savent répondre. Elles ont cet art de la formulation. Elles ont l'art de même quand elles ne savent pas de quoi elles parlent, de bien le dire. Réfléchissez sur un petit groupe de 4-5. Donnez-vous un objectif, un livrable à produire. Allez sur l'IA. Ça, c'est si vous ne pouvez pas passer par des formations. Après, je vais vous raconter moi des anecdotes. Mon quotidien, c'est de faire des formations collectives. Je suis toujours impressionné quand j'interviens en intra, en collectif. Quand on fait le tour de table à la fin de la journée, tout le monde dit « Je ne savais pas qu'on pouvait faire tout ça avec l'IA ». Donc à un moment donné, il faut aussi que vous alliez dans des endroits où on va vous montrer des choses. À Paris, si vous êtes à Paris, je vous recommande, excusez-moi, je ne fais pas la promotion d'événements de Lille parce que je ne suis pas lillois et je présente mes excuses aux organisateurs à Lille Grand Palais et corrigez-moi et prenez la parole s'il y a l'équivalent. À Paris, vous avez quelque chose qui est fantastique qui s'appelle Comptoir IA. Comptoir IA, c'est un podcast qui est animé par Nicolas Guillon qui est fabuleux et c'est tous les mois un événement fin de mois où vous allez vivre l'IA. Vous allez voir des gens qui vont vous montrer des process. Et là, vous allez voir le côté très pratico-pratique. Donc, pour répondre à la question, c'est pas seul, en collectif, un but, et aller dans des endroits où ça cogite, où ça expérimente, où ça essaye. Et vous allez en effet voir que c'est fantastique. Merci. Alors, c'est oui, bonne question. Je vais déjà me placer du côté finalement de nos utilisateurs. En fait, l'approche, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est de simplifier le parcours utilisateur, de simplifier certaines tâches qui sont comme on le voit aujourd'hui. Mais en fait, comme toute technologie et avancée technologique assez forte comme celle-là, ça doit rester le plus transparent possible. En fait, tout le monde aujourd'hui connaît l'IA sous la forme du prompt, mais finalement, on doit, d'un point de vue expérience utilisateur, aller plus loin, rendre les choses les plus transparentes possibles, que ce soit naturel. Alors, il y a les compromis aussi, bien sûr, de tout ça. C'est que générer du contenu, derrière, on sait aujourd'hui, c'est pas très qualitatif. En tout cas, nous, on le voit sur l'ensemble des tests. Je trouve que l'approche de Laurent est très bonne. Sur l'ensemble des tests qu'on a déjà pu faire, donc ce petit groupe là, de personnes qui réfléchit et qui essaye d'apporter des solutions innovantes pour nos clients, rencontre des difficultés parce que quand on compare ce qu'on arrive à générer avec ces moteurs-là et ce que produisent finalement les marketeurs qui travaillent avec nos solutions, il y a un gap quand même significatif, même si on a beaucoup de volume de contenu à tester, il y a quand même
différence significative en termes de qualité sur du spécifique. Donc l'approche, elle est pas simple. Même si la volonté elle est de rendre les choses de manière plus transparente, on peut pas faire n'importe quoi et ça demande à nos utilisateurs d'être très précautionneux sur les choses qui sont retournées parce que voilà c'est à prendre avec des pincettes des fois. Donc ça c'est le premier point et le second tout ce qui tourne autour de l'IA aujourd'hui, je le disais, c'est sous forme de prompt et c'est la génération de contenu, les générations d'images. Mais quand on parle de stratégie marketing, ça ne se résume pas qu'à ça. Et c'est comment on comprend et qu'on fait comprendre plutôt à nos clients comment mettre en place une stratégie marketing, comment il faut que eux communiquent efficacement avec leurs clients. Donc ça va être en capacité de cibler très précisément leur base client, savoir précisément quand communiquer à ces clients-là, sur quels canaux, comment les relancer. Tout ça, aujourd'hui, c'est principalement de l'humain. Pour arriver à l'automatiser, il va encore se passer un peu de temps. Parce qu'on n'arrivera pas à remplacer, même avec... peut-être l'année prochaine, si je participe, peut-être que les choses auront changé, ça bouge très vite. Mais aujourd'hui, être en capacité de mettre en place une stratégie requiert l'humain. Et nous, on veut accompagner les clients pour arriver à faire ça. Merci beaucoup. Bon, je voudrais quand même dépassionner le débat un tout petit peu et remettre l'humain au centre de la question. L'IA, comme le cloud il n'y a pas si longtemps, comme l'arrivée des smartphones autrefois, comme l'arrivée d'Internet ou même l'arrivée de la télé dans les années 50, on pensait que l'arrivée de la télé tuerait la radio, c'est pas le cas, la radio a trouvé son chemin. Je parlais tout à l'heure des disruptions technologiques qui font que derrière, on doit se l'approprier et changer nos habitudes. Quand Internet est arrivé, on a appris à l'utiliser. Maintenant, c'est dans notre vie de tous les jours. Pareil pour le smartphone, c'est des nouvelles habitudes. Donc, je voudrais juste dépassionner le débat sur l'IA parce qu'effectivement, c'est, comme on dit en anglais, c'est le flavor of the month. Il y a 2 ans, vous n'aviez pas entendu parler d'IA. Aujourd'hui, vous êtes tous ici. Dans 2 ans, peut-être qu'on parlera encore d'autres choses. Alors, on a vu des datas intéressantes sur 2026 et 2028 avec des points d'inflexion. C'est le cas. On sait que ça avance, on sait que ça va se passer. Mais calmons-nous par rapport à ça. On reste des êtres humains, on est encore en contrôle. Alors, pour répondre à la question, ce que je voudrais dire, et je le vois avec mes équipes, moi, je suis pas un ingénieur. Je suis pas non plus un créatif. Par contre, je suis un dirigeant de société. C'est collaborer avec l'IA. L'IA, elle n'est pas là pour bosser pour vous. Et vous n'êtes pas là pour la contrôler non plus. Essayez de réfléchir à l'IA comme un partenaire. Vous faites un ping-pong avec l'IA, on travaille avec. En fait, je vais accepter que l'IA rentre dans ma vie, comme il y a 20 ans, j'ai accepté que le smartphone allait être dans ma poche. Et rappelez-vous, ça a fait suer tout le monde. Vous pouvez savoir où je suis, vous savez ce que je fais, etc. Enfin, pareil, la carte de crédit aussi. Je peux refaire toutes les innovations technologiques. Si j'utilise ma carte de crédit, on sait où est-ce que j'ai retiré, à quel resto je suis allé. Non, embrassons cette arrivée, mais ne nous excitons pas non plus. En tout cas, le point de mon propos, c'est un partenariat avec l'IA. Ce n'est pas mon esclave. Et plus je travaille avec lui, plus j'aurai des réponses qui seront précises. C'est ce que j'essaie de dire à mes équipes et je crois qu'on progresse dans ce sens-là. Merci beaucoup de ce retour. C'est vrai que quand on parle d'IA, on finit par oublier de parler de nous, les humains. Et aujourd'hui, on sait que globalement, les IA il y a des choses qu'elles ne sauront jamais faire. On a une capacité, nous, je prends toujours cette phrase de Lautréamont, qui est dans les Chants de Mal d'Aurore, c'est beau comme la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection. Cette phrase, elle est sublime, ou elle n'est pas sublime si vous l'aimez pas, peu importe. Mais en tout cas, une IA est incapable de l'écrire parce que les champs sémantiques dont elles viennent et dont elles sont issues ne peuvent être associés que par un esprit humain. Et deuxième point, l'IA ne fait que de l'imitation. Elle imite ce que nous faisons, elle ne crée rien, mais elle nous donne une terrible illusion de création. Et cet anthropomorphisme, ça, c'est dangereux. C'est des choses qui sont dangereuses. Et comme tu l'as évoqué très justement tout à l'heure, dans les domaines où on n'est pas bon, c'est époustouflant. Mais dans les domaines où vous êtes très compétent, et la première littérature scientifique qu'on commence à avoir là-dessus,
Et en général, dans nos points où on est très très bon, ça nous aide pas énormément, ça nous va même plutôt nous ralentir d'ailleurs. Et cette humanité, on peut aussi la croiser avec l'IA, Valentin, parce qu'effectivement votre produit, je trouve, on s'est rencontrés il y a quelques semaines autour de ce produit, c'est que l'IA finalement vous sert à générer aussi un nouveau rapport humain, et ça, je trouve ça très intéressant. Ouais, effectivement, en fait, pour revenir au début de la question, nous, l'intelligence artificielle, elle est évidemment capable de, enfin, les IA qui sont disponibles aujourd'hui sont capables de créer des histoires. Si vous leur demandez de vous créer une histoire, ils vont vous le faire très simplement. Néanmoins, les histoires qu'ils vont vous créer vont être des histoires qui vont, a priori, première lecture, sembler être intéressantes, mais qui vont être très vite de sens, très vite d'émotion, et qui vont être très aléatoires. C'est pour ça que, selon moi, la meilleure manière d'utiliser les intelligences artificielles, c'est de mettre les mains dedans, c'est de l'utiliser quotidiennement, et justement, plus on va les utiliser sur des tâches sur lesquelles on est compétent naturellement ou sur lesquelles on a une expertise, plus il va y avoir des interactions intéressantes avec. Personnellement, je ne sais pas écrire de poésie. Si je demande à ChatGPT de m'écrire une poésie, je vais trouver ça extraordinaire. Moi, je suis dans la com et le marketing depuis 10 ans. Si je lui demande de me faire une stratégie de positionnement de marque, je trouve que les résultats sont catastrophiques. Donc, mon travail, moi en tant qu'expert, c'est de lui dire comment est-ce que tu dois travailler, comment est-ce que tu dois aborder ce sujet de manière à pouvoir me fournir des informations, des réponses ou un travail derrière qui va être de qualité. Et c'est exactement ce qu'on fait avec notre application. C'est que créer une histoire, c'est pas simplement un enchaînement d'événements. Créer une histoire, c'est créer de l'émotion, c'est faire passer un message, c'est trouver le meilleur moyen de faire vivre quelque chose aux gens. Et donc, pour faire ça à l'intelligence artificielle, il faut avoir une capacité dans un premier temps, lui expliquer avec nos critères à nous, qu'est-ce qu'une bonne histoire ? C'est quoi une trame narrative ? Qu'est-ce qu'une trame narrative va permettre de faire passer comme émotion à quelqu'un qui va la lire ? Pourquoi est-ce que cette trame narrative va faire passer tel type d'émotion ? Pourquoi celle-ci va en faire passer une autre ? Donc, tout ce travail, ce jus de cerveau qui va permettre, ce travail d'auteur en fait, qui permet de créer des bonnes ou des mauvaises histoires, c'est ce qu'on doit apprendre à l'intelligence artificielle de faire. Et avec cette approche-là, on a une capacité à se détacher d'un résultat qui va être froid, austère, pour créer un résultat qui va permettre, dans le cas de notre application, de créer du lien entre les gens. C'est-à-dire que juste créer une histoire pour créer une histoire, ça n'a pas d'intérêt. Créer une histoire dans laquelle vous allez pouvoir mettre des choses qui vous sont arrivées, créer des histoires dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des anecdotes, des personnes que vous connaissez, votre doudou, votre paire de chaussures préférée ou l'animal de compagnie que vous avez, ça va permettre de créer un attachement émotionnel qui va être très fort dans les histoires et qui fait que quand vous allez partager ces histoires en famille, vous allez créer des moments qui sont vrais, qui sont détachés de la technologie et qui nous permettent de nous rapprocher. Et donc c'était la discussion qu'on a eue quand on s'est rencontrés il y a quelques semaines, c'était de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que cet appareil qu'on a tous dans nos poches, qui a de plus en plus tendance à nous isoler, à nous proposer du contenu passif, à faire en sorte qu'on est tout seul de notre côté et qu'on passe de moins en moins de temps avec nos proches, nos amis, notre famille. Comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil grâce à l'intelligence artificielle pour recréer des moments ensemble dans le vrai monde ? Et c'est ce qu'on fait avec Tell Me. Vous créez des histoires en famille, vous posez des questions à vos enfants, ils vous répondent, vous imaginez l'histoire ensemble, et quand l'histoire est prête, vous pouvez découvrir une illustration, un texte, et surtout vous avez possibilité d'échanger et de créer de l'interaction humaine, et c'est ce qu'on recherche quand vous racontez des histoires à ses enfants. C'est pas juste de se débarrasser de lui et lui dire « Allez, je t'ai lu ton histoire, tu peux aller te coucher maintenant ». L'objectif, c'est de créer des moments précieux dont on va se souvenir, dont les enfants se souviendront, et l'ambition qu'on a, c'est que dans 20-30 ans, les enfants qui ont eu le droit d'avoir des histoires avec Tell Me, ils puissent se souvenir pas forcément de l'histoire, mais qu'ils puissent se souvenir du moment qu'ils ont passé avec leurs parents, avec leurs grands-parents, avec leurs grands frères, et se rappeler ce moment
d'humanité, de partage et d'émotion qu'ils ont pu avoir. Merci beaucoup. Amouda, est-ce que toi, quel serait ton point de vue sur comment je rencontre l'IA, soit en tant qu'être humain, ou en tant que salarié, ou en tant que professionnel, ou en tant que concepteur d'IA? Oui, effectivement. Je pense que c'est une question très importante pour chaque entreprise de savoir comment le déployer ou dans quelle tâche je peux remplacer avec l'IA. Il y a un exercice très simple que j'ai découvert avec Andrew Ng. Donc c'est un chercheur qui fait pas mal de formations sur Academia, je pense. Donc c'est open, vous pouvez participer, c'est des formations qui sont pas techniques, donc c'est à tout public. Donc c'est un exercice très simple, vous prenez une feuille et un stylo et n'importe quelle personne a des tâches à faire chaque jour. Donc vous pouvez déjà citer ces tâches, par exemple si je prends mon cas, dans le cas de l'informatique ou bien de R&D en IA, donc on a tout ce qui est développement, par exemple documentation du code, réunion avec les entreprises, veille technologique, etc. Et à côté de chaque tâche, je note, est-ce qu'on peut le remplacer avec l'IA ou pas? Donc, effectivement, il y aura des tâches qu'on peut remplacer, par exemple la rédaction de mails, donc ça peut accélérer les tâches déjà. Donc, on découvre qu'effectivement, on ne peut pas tout remplacer avec l'IA. Donc, on ne peut pas remplacer un être humain. Donc, même si on dit, OK, on peut même remplacer toutes les tâches avec de l'IA, il faut savoir que l'IA, une fois déployée, c'est pas la fin. Donc, il y aura certainement un moment où il faut réentraîner, réencadrer notre IA. Donc, pour faire ça, il faut avoir un être humain derrière. Et par exemple, dans les cas critiques, il y a toujours une couche de plus, une couche de validation par un être humain. Par exemple, dans le domaine médical, par exemple, il ne faut pas laisser l'IA directement en interaction avec les clients. Parce qu'on ne sait jamais, elle peut dévier à un certain moment. Et c'est le cas aujourd'hui, par exemple, si je prends juste ChatGPT 3.5 ou bien 4.0, on trouve aujourd'hui, il y a pas mal de prompts, donc c'est ce que vous écrivez dans le champ de texte, pour en fait contourner les restrictions qui sont mises en place par le système, par les créateurs. Donc en fait, si vous déployez votre propre IA, à un moment donné, il faut faire attention parce que ça peut aussi arriver à vous. Donc, on peut contourner les restrictions. Par exemple, je l'ai essayé moi-même. On peut demander pas mal de choses. Par exemple, on peut même demander la création des virus. Elle va générer tout le code source de ce virus avec le ChatGPT. Et c'est faisable. Donc, et c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Donc, on peut imaginer que ça se peut faire aussi avec vos propres IA que vous allez déployer, par exemple, dans le monde médical pour l'obliger à faire ou bien dire d'autres choses. Donc, pour moi, c'est ça. C'est effectivement c'est ça le problème en fait, parce qu'on voit dans les médias, on parle beaucoup de l'IA, les résultats de l'IA, la performance de l'IA, mais on parle peu sur les limites ou bien le coût en termes d'énergie ou bien d'émissions carbone. Et c'est un point très important à dire et à reconnaître avant d'entamer une démarche qui consiste à déployer une IA. Oui, c'est vrai qu'effectivement le bruit énorme qui entoure l'IA aujourd'hui nous fait perdre de vue beaucoup de points différents. Et puis chaque métier essaie de se l'approprier, d'essayer de le comprendre. Et je rejoins les interlocuteurs de ce matin. Hein. Moi, je suis absolument extrêmement heureux de vivre cette révolution qui bouleverse mes habitudes, mon métier, mon modèle économique, mes rapports avec les autres. Mais en même temps, c'est absolument passionnant, inquiétant à certains moments. Faut pas faire trop de... En plus, c'est très difficile de faire des prévisions à plus ou moins long terme. Le GPT, comme tu le dis, effectivement, il est en vente libre entre guillemets depuis à peu près 2017 et quand il a été mis en route, il a eu des performances supérieures à ce que les propres ingénieurs. Donc, il n'est pas interdit que le prochain ait encore des performances non attendues. Donc, on peut faire de la prévision vraiment à très très court terme. Et tu l'as dit aussi tout à l'heure, Guillaume, il y a des campagnes que tu as faites en 2022, notamment par exemple pour l'amélioration de la qualité des images. Aujourd'hui, c'est un abonnement de 10 €, quoi. Et donc,
Et ça a pris 3 mois, quoi. On a évoqué Sora, il y a Suna qui permet de faire de la musique. Si vous voulez composer un morceau de hip-hop en japonais, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez lui demander et il vous écrira en plus les paroles et il vous les traduira en français, etc., etc. Donc, et cette arrivée massive et systématique de nouvelles IA avec de nouvelles fonctionnalités, on est censé les absorber en temps réel. Parce que on est des professionnels et que de toute façon, si nous on le fait pas, d'autres le feront. Donc il y a un impératif catégorique aussi à s'intéresser à une technologie qui, en plus, une fois qu'on croit avoir attrapé quelque chose, ce quelque chose a déjà changé le lendemain. Alors c'est donc passionnant et c'est très fatigant. La conférence arrive proche de son terme. Est-ce que vous avez des questions à poser tant qu'il y a encore des humains sur scène, ce qui devrait durer 2-3 ans encore? Puisque vous avez des ingénieurs, des professionnels, des gens qui ont fondé des sociétés à base d'IA, des développeurs d'IA. Est-ce que quelqu'un a des questions? C'est votre vie qui joue. Hein. Oh, pardon. Avec la lumière dans les yeux, c'est moins facile de voir. Merci. Bonjour. Vous avez évoqué les sujets de la parité autour de l'IA. On parle d'un secteur dans lequel on travaille, qui est aussi mon secteur de travail, marketing com, qui est à majorité occupé par des femmes. Vous avez parlé d'encourager les femmes à travailler dans l'IA. La question que je me pose, c'est que l'encouragement commence par la représentation. Est-ce que la question s'est posée lors de cette table ronde d'inviter aussi des femmes? Alors c'est une très bonne question. Et moi-même, j'aurais préféré qu'il y ait des femmes. Et il y aurait pu y avoir des femmes. C'est pas moi qui ai organisé cette table ronde, mais effectivement, ça fait un peu beaucoup d'hommes sur scène. Je vous rejoins parfaitement. Et c'est pour ça que j'ai cité d'autres personnes, parce que et les 2 personnes que j'ai citées sont des personnes qui sont, notamment Feifei, sans doute la personne la plus importante au monde actuellement. Comme je vais parler d'une personne, du coup, est-ce que quelqu'un connaît Ada Lovelace? Ada Lovelace est le premier être humain, et c'est une femme, à avoir développé un programme informatique. Voilà, sur les bases d'un plan d'ordinateur qui n'existait pas, parce que c'est au XVIIIe siècle. C'était la fille de Lord Byron. Donc les femmes et l'informatique, c'est pas du tout incompatible, puisque le premier programme informatique a été écrit par une femme. Voilà. Et j'espère que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de femmes. Je suis complètement d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est une question à Hamouda pour savoir un petit peu comment il programme une intelligence artificielle. Elle comprend quoi exactement? Des chiffres, des mots, des phrases? Qu'est-ce qu'elle comprend? Le code, il est constitué de quoi? Merci pour cette question. Oui, effectivement, en fait, c'est une boîte noire à la base. Mais une fois on rentre dans cette boîte noire, les informations, par exemple, si je prends le cas de génération de texte, ces informations-là sont représentées par des tokens qui sont représentés par des chiffres. Donc, pour un modèle IA, en fait, l'objectif, c'est de prédire le prochain mot. Et ça marche bien. C'est vrai qu'on a des phrases et on a une réponse, mais en réalité, il ne faut pas oublier que l'objectif du modèle, c'est de prédire le prochain mot. Et une fois on a prédit le prochain mot, on fait la même chose, et ainsi de suite. Donc, si on rentre dans le modèle, il y a juste des chiffres, et à la fin, on génère aussi des chiffres. Et après, on fait la liaison avec chaque chiffre représente un mot ou bien une lettre, et ressort le texte qu'on voit nous sur l'interface. Donc en réalité, c'est vrai qu'on voulait, pour nous c'est la discussion du texte, mais en réalité pour le modèle c'est prédire le prochain mot ou bien le prochain token. Donc pour l'entraîner, il faut préparer des données textuelles. Généralement, dans le cas de ChatGPT par exemple, c'est question-réponse. Donc la question est la bonne réponse qu'on voulait avoir. Et à force de rentraîner, donc il va apprendre à répondre lui-même correctement aux réponses. Donc c'est ce qu'il a mentionné aussi Laurent avant, pour faire le fine-tuning, c'est la même chose. Donc vous préparez votre donnée, question-réponse, 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 et après vous utilisez pour réentraîner le modèle.
pour qu'il s'adapte à votre besoin. Ça, c'est pour le cas de génération de texte. Si on part, par exemple, pour Midjourney ou bien génération d'images, là, on est sur un autre concept. C'est, en fait, c'est ce qu'on appelle le denoising, ou bien le modèle essaye d'enlever le bruit. En fait, on entraîne en lui donnant une image normale et après une image avec du bruit. Et l'objectif, c'est de partir avec cette image avec du bruit vers l'image originale. Donc, et à la fin, si vous voulez générer une image, donc vous lui donnez le prompt, soit disant je veux la nature, des mots-clés, et avec ça, il va prendre un bruit aléatoire et il va essayer de partir à partir de ça vers une image qui représente ce que vous avez écrit comme prompt. Donc ici, effectivement, l'objectif, c'est la même chose. C'est pas de générer une image à la base, mais c'est de enlever le bruit pour avoir l'image originale. Et ça marche souvent parce que avec le prompt, et si on lui donne un noise à 100%, donc c'est une image avec plein de points, il arrive quand même à générer une image qui représente ou qui est proche de ce qu'on veut faire. Mais en réalité, pour lui, ou bien si par exemple un jour ces modèles d'LLM arrivent à parler et à s'exprimer, ils vont dire que voilà, j'ai enlevé le noise de cette image et j'ai cette image-là. Mais nous, ce qu'on veut, c'est générer une image, une nouvelle image. Donc, c'est effectivement, si on rentre en technique, c'est pas du tout le même objectif entre les clients, entre nous, ce qu'on veut, et le modèle, ce qu'il fait. Mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est là où en fait qu'il y a le problème de droit d'auteur, parce que si on va utiliser des images qui sont pas libres, le modèle, en fait, l'objectif, c'est de revenir vers l'image originale. Et si on utilise des contenus qui n'est pas libre, donc on risque de tomber sur une image qui est protégée et qui a des droits. C'est en fait le cas de Midjourney. Il y a un leak il y a quelques mois, un fichier Excel qui est sorti de l'équipe Midjourney qui contient les noms des artistes qui seront copiés dans le modèle Midjourney, ou bien qu'on essaye de copier le style. Il y avait même un artiste qui a essayé d'écrire un prompt avec, génère-moi le dessin d'un aigle. Lui aussi, il a déjà dessiné cette image-là. Effectivement, il tombe sur une image générique qui est très proche de ce qu'il a dessiné. Et après, il trouve son nom dans le fichier Excel. Donc, je pense qu'avec l'arrivée de la loi autour de l'IA, ça va limiter ça, mais ça reste toujours un problème. Tout à fait. Un complément de réponse. Oui, tout à fait, un complément. Là, on vous a expliqué que pour générer du texte, c'est une certaine façon de faire. Pour générer des images, c'est une autre façon de faire. En tout cas, bravo, vous êtes sur la bonne route parce que vous questionnez le fonctionnement. Ça, c'est magnifique. Et ça, je tiens à le souligner parce que quand vous commencez à vous préoccuper de comment ça marche, du coup, on commence à prendre du recul par rapport à ce que disait Guillaume. Alors, je vous invite à aller sur un site d'une start-up française qui s'appelle Hugging Face. Hugging Face vous permet de comprendre. Vous tapez un mot, je vous montrerai où, parce que c'est un peu... sur Hugging Face, des modèles, il y en a 500 000, donc je vais vous faire gagner du temps. Hugging Face va vous permettre de mettre des phrases et de vous rendre compte comment les phrases sont traduites pour être comprises par les IA. Et là, vous allez comprendre que elles ne pensent pas de la même façon. Et on a beau dire d'Elon Musk, mais Elon Musk a publié hier Grok, son IA, en open source sur Hugging Face. ChatGPT n'est plus en open source sur Hugging Face. Donc, venez me voir tout à l'heure, je vous donnerai le lien. C'est très éclairant de voir que quand vous mettez un mot, Grok le traduit d'une certaine façon, Mistral d'une autre, et vous commencez à comprendre la mécanique de comment ça rentre, comment ça sort. En tout cas, bravo, parce que vous êtes en bonne route. C'est comme ça que vous allez maîtriser le système. Une dernière question. Tu dis ? On le veut tous, le lien, pas seulement madame. Vous pouvez nous le donner, le lien, qu'on puisse aller regarder ? Oui, je pense que ça intéresse peut-être plein de monde. Ah, vous l'avez pas de tête ? Ouais. Merci. Il est un peu long, le lien, mais...
Alors, ouais, il est long, moi je veux bien, hein, mais c'est un peu ce qui manque à Hugging Face. On a besoin de communicants comme The Messengers, parce que c'est vrai que si je vous donne le lien, c'est dans les spaces. Non, venez me voir, je vous donne la copie, c'est plus simple. Merci beaucoup, merci à tous, merci à tous de m'avoir aidé à mener à bien cette table ronde. Merci aux partenaires de Commandor, merci encore une fois à Euratechnologies, merci de votre écoute. Et puis, de toute façon, cette conversation, elle va se continuer pendant des mois, des semaines, des heures, et on voit très rapidement que ça dépasse en tout cas largement nos métiers pour aller bien plus loin dans nos vies. Donc, prenons à bras le corps les IA et apprenons à ce qu'elles nous servent et pas à ce que nous les servons. Voilà, bon appétit à tous et bonne continuation. Merci.